Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les cahiers de l'agroécologie par Agro. Donc, deux petits mots rapides sur Agro, puisque l'objet de ce webinaire, c'est de rentrer dans la technique assez rapidement. Donc, juste rappeler qu'Agro est un programme multipartenarial dont l'Association française d'agroforesterie est le coordinateur. Mais l'action se fait totalement en partenariat avec les agents de développement agricole sur l'ensemble du territoire du bassin Adour-Garonne. Donc, on part du postulat que le savoir-faire pour la transition agroécologique est déjà présent chez les agriculteurs et en particulier au sein de fermes pionnières qui expérimentent depuis une vingtaine d'années, pour certaines, l'agroécologie. Donc, on collecte auprès de ces pionniers des informations, on documente, on analyse, ce qui nous permet de construire des protocoles pour partager ce savoir-faire avec des agriculteurs sensibilisés, ce qui pose de nouveaux problèmes. On réanalyse ces problèmes, on construit des protocoles hyper innovants que l'on met en application sur les fermes pionnières et ainsi on a un cycle d'amélioration continue sur l'agroécologie. Donc, l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter le résultat de ce travail en itération sur 2019 et 2020. Je passe la parole à Quentin Espagnol. Ah oui, juste une petite précision technique. Vous pouvez poser des questions dans la conversation associée à cette visioconférence par écrit. Et Quentin Espagnol, donc, qui va vous présenter maintenant le déroulé de la réunion, traitera ces questions et les posera aux intervenants à la fin de chaque intervention. Bien sûr, ensuite, lors des réponses, si vous avez besoin de compléments ou des témoignages à faire valoir, vous pourrez prendre la parole en activant votre micro. Bonjour à toutes et tous. Donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui est de vous présenter les cahiers de l'agroécologie, dont une première version est sortie en septembre. Et c'est en fait la synthèse collective, c'est la réalisation de nous à la fois des partenaires techniques répartis dans notre bassin Adour-Garonne. Donc, c'est une synthèse qui rassemble tous les essais qu'on a conduits dans le cadre du programme agro, à la fois sur ce que nous appelons les fermes expérimentales, où on a un investissement plus important, et à la fois sur des groupes thématiques, notamment sur les biostimulants et sur les couverts d'été. Donc voilà, ce sont des essais au champ conduits chez les agriculteurs, avec les agriculteurs, qu'on réfléchit avec eux, qu'on suit avec eux, qu'on vulgarise avec eux. Où l'idée, c'est de répondre à différentes problématiques des territoires et qui sont quasiment communes partout, d'érosion des sols, de baisse des rendements, de salissement des parcelles, de dépendance aux intrants, d'augmentation des coûts des intrants qu'on voit particulièrement aujourd'hui. Voilà, donc pour traiter ces différentes problématiques, on essaye de mettre des essais en place sur, à la fois des essais variétaux, des densités ou des dates de semis, différentes qui pourraient nous aider, des biostimulants, comme j'ai pu le dire, sous différentes formes, autoproduits, achetés, en localisé, en foliaire, enfin bref, différentes méthodes, des associations de cultures, et cetera, des méthodes de semis un peu innovantes. Je pense au strip-till rotatif, par exemple. Voilà, je vais pas m'éterniser. L'ensemble des essais que nous mettons en place sont suivis sur l'application Landfiles, voilà, qui nous permet de centraliser et de diffuser un peu notre travail. Donc on va laisser la parole à nos partenaires techniques. Donc on a fait le choix de vous présenter 4 essais, en tout cas 4 retours d'expérience. Donc il y en aura un sur les apports de sucre en foliaire sur maïs, qui sera le premier du déroulé. Ensuite, il y aura deux retours d'expérience sur les couverts d'été, sur des mélanges différents, ainsi que sur des enrobages de semences. Et on finira par une petite présentation sur le pâturage tournant dynamique. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et puis voilà, bon webinaire. Je laisse la parole à Florent Ruyer. Hop, j'espère que vous voyez mon écran.
Parfait. C'est bon, je vais le mettre en plein écran. Donc Florent Ruyet, chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Donc là, je vais vous présenter un essai qui a été fait pour voir si l'application de sucre soluble avait un effet sur les foreurs dans le maïs grain. Donc, mais avant ça, je vais peut-être vous expliquer un peu pourquoi choisir le sucre. C'est pas juste une source d'énergie, le sucre, c'est tous les organismes vivants utilisent des voies de signalisation par les sucres solubles. Par exemple, chez les plantes, il y a des centaines de gènes qui s'expriment via les sucres pour gérer par exemple des processus hormonaux de croissance ou pour articuler des réponses au stress biotique ou abiotique. Chez les insectes, ça peut induire des comportements aussi qui permettent de sélectionner des plantes hôtes en évitant des plantes qui seraient défavorables. Donc les lépidoptères notamment perçoivent les sucres solubles à la surface des feuilles des plantes comme des signaux et ça influence en fait les endroits où ils vont pondre leurs œufs. Donc là, il y a beaucoup d'instituts de recherche qui travaillent sur en fait ces mécanismes-là liés au sucre et notamment en arboriculture, en vigne et en maraîchage. Ça a pas uniquement des effets sur les lépidoptères. Donc quand je dis lépidoptères, c'est pour moi, c'est les sésamies et les pyrales. Mais ça peut avoir aussi des effets sur les nématodes et sur certaines maladies comme le botrytis. Là, il y a eu quelques publications qui ont été faites là-dessus. Alors vous allez me demander peut-être, mais comment ça fonctionne les mécanismes? Eh ben, c'est ultra complexe, les mécanismes qui sont impliqués là-dedans et ça se manifeste, à 2 niveaux. Donc ça se manifeste au moment avant l'attaque, au moment de la reconnaissance de l'hôte par le ravageur, par l'agresseur. Donc ça, ce que ça a comme effet, c'est que ça abaisse les populations qui peuvent attaquer. Donc ça, c'est le premier point positif et le deuxième niveau, c'est lors de l'attaque, donc si la plante est attaquée, le fait d'avoir appliqué du sucre sur la plante en amont, ça va activer des processus de défense dans la plante. Donc ça va pas la plante va pas forcément produire plus de sucre parce que vous avez appliqué du sucre, mais ça va produire en fait d'autres molécules qui vont nuire en fait à la progression du parasite. Donc la mortalité, là dans ce cas-là, la mortalité, va être accrue lors de l'attaque. Donc moins d'attaques et plus de mortalité. Le sucre, quand il est appliqué, il est appliqué, enfin, il fonctionne de façon systémique. C'est-à-dire que si vous avez un maïs qui a 4 feuilles et que vous appliquez du sucre uniquement sur la troisième feuille, c'est l'ensemble du maïs qui va réagir positivement. Et donc et le fait que ça soit systémique aussi, c'est qu'il va avoir une durée en fait de protection, dans le cas du maïs, ça a été mesuré pour la pyrale. On a une durée de protection contre les pontes pendant 20 jours. Donc c'est assez intéressant. Par contre, il faut comme c'est une réaction, une pseudo-réaction immunitaire, si on peut dire, il faut que ça soit appliqué avant l'attaque. Donc ça, c'est un point qu'il faut retenir. Alors, en ce qui s'agit des doses, là, si on rentre dans le point de vue technique, enfin, avant les doses, on peut parler des différents types de sucre. Il y en a 3. Il y a le saccharose, donc c'est le sucre que vous avez dans votre café, le sucre de canne, ou le sucre de betterave. Vous avez le fructose, ça c'est le sucre qui vient du miel et des fruits. Et vous avez le glucose. Alors le glucose, c'est le sucre qui est utilisé en agroalimentaire et qui vient de l'hydrolyse de l'amidon. Donc c'est celui qui est la majoritairement utilisé là. C'est le sirop de glucose qui vient du maïs. Pour vous donner une idée des doses, une canette de Coca-Cola, ça fait à peu près 34 grammes de sucre. Pour lutter contre les lépidoptères, dans la littérature, quand je parle de littérature, ce sont des publications comment dire, d'instituts à l'INRA ou en Angleterre ou en Israël. On parle d'infradose. Donc on parle pour le saccharose, ce serait 1 gramme pour 100 litres de bouillie. Donc il y a plus de sucre dans mon café que quasiment dans un pulvé, quoi. Parce que j'aime beaucoup le sucre. Donc voilà, donc c'est des petites doses. Si vous augmentez les doses, ça peut être plus problématique. Ça peut attirer d'autres ravageurs ou même ça peut avoir l'effet contraire. Donc il faut garder des petites doses. Ensuite, quand le pulvériser, il est préférable de le pulvériser le matin, car c'est là en fait que la quantité de sucre soluble à la surface des feuilles du maïs est la plus faible. Donc les réactions derrière qui vont s'enchaîner vont être plus importantes. Donc voilà, donc ça il y a eu beaucoup de mesures au laboratoire, mais maintenant il faut le mesurer au champ. Il y a plus dans la littérature, il y a
Il y a plusieurs résultats qui sont sortis, qui sont plus ou moins positifs, mais il faut bien comprendre les conditions d'emploi pour que ça soit efficace. L'effet attendu, donc, c'est de diminuer la population des bioagresseurs, qui soient des seuils plus faciles à combattre avec un produit avec un insecticide, ou en dessous des seuils économiques pour utiliser un produit, et aussi peut-être augmenter l'efficacité des méthodes de protection. Donc voilà, ce seraient les effets qu'on attend. Donc là, si on regarde directement l'essai, la petite feuille, vous la voyez bien, j'espère. Là, on est dans le contexte, on a choisi un agriculteur qui travaille, bon, c'est un agriculteur qui travaille en strip-till, mais ça n'a pas d'impact. Mais c'est un producteur en monoculture de maïs, quasiment, qui se trouve dans la vallée de Garonne et du Lot, là, à la jonction. Donc, c'est des alluvions sablo-limoneux, avec en routine, on va dire, 12 à 14 tonnes de matière sèche par hectare de maïs. Et c'est une personne qui a l'habitude toujours d'utiliser des insecticides. Comment s'est fait le plan expérimental? Grosso modo, ce sont des bandes adjacentes de 18 rangs sur à peu près une cinquantaine de mètres. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on y mesure? Les traitements qu'il y a appliqués sur les bandes, c'est un traitement, une partie témoin, c'est-à-dire là, on n'utilise pas d'insecticide, une bande avec un traitement au coragène, une autre avec 2 traitements au coragène, et les 2 autres bandes, c'est la même chose que la bande 2 et 3, sauf que pour le premier traitement de coragène, on rajoute 10 grammes pour 100 litres de bouillie de sucre. Quel type de sucre? Simplement du sucre roux acheté à la coopérative du coin. Enfin, pas à la coopérative, mais au supermarché. Donc là, on est même à des doses supérieures que ce qui est préconisé dans la littérature. Rappelez-vous, c'est 1 gramme pour 100 litres. Là, on est à 10 grammes pour 100 litres. Juste pour le premier traitement. Les résultats, vous les avez sur les tableaux un peu plus en bas, là. Donc, qu'est-ce qui est mesuré dans les colonnes? Ce qu'on mesure, c'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de plantes qui sont atteintes versus le nombre de plantes observées. Et les petits points rouges, c'est l'intensité, donc c'est le niveau d'attaque des plantes atteintes ramené au nombre de plantes observées. Bon, j'espère que vous avez suivi. Mais on peut avoir, plus on a une colonne qui est haute, plus on a de plants, dès qu'on ramasse, on observe des problèmes. Et quand on a le petit point qui monte, ça veut dire que les problèmes qui sont observés, c'est des problèmes qui sont très importants, c'est-à-dire des longueurs de galeries qui sont importantes, tout ce genre de choses. Qu'est-ce qui est mesuré exactement dans les 4 tableaux? Donc, le premier mesure le nombre de ses amis. Le deuxième, non, la première, c'est le pourcentage de cannes présentant au moins une de ses amies. Les attaques, donc ça, c'est les longueurs de galeries des foreurs. Ensuite, on a les attaques d'épis. Et ensuite, on regarde les rendements. Donc ça, c'est le dernier graphique, ce sont les rendements. La colonne en rouge, c'est la colonne témoin. Donc vous voyez, les niveaux d'attaque sont hyper importants. La colonne 2, la colonne 3, les colonnes bleues, ce sont des traitements insecticides seuls. Donc vous voyez aussi que les attaques sont importantes. Et dès qu'on part dans les colonnes grises, on part avec les traitements qui ont eu un coragène avec un ajout de sucre au premier traitement. Donc dans le tableau numéro 1, 2 et 3, sur les graphiques 1, 2, 3, vous voyez que dès qu'on a mis du sucre, on observe un beaucoup plus faible niveau d'attaque, avec des longueurs de galerie beaucoup plus importantes. Donc même s'il y a une de ses amies qui a attaqué, elle n'a pas beaucoup progressé dans la tige. Et au niveau des épis, c'est pareil, on retrouve très peu de ses amis. Ce qui est intéressant, bon, c'est qu'au niveau du rendement, on observe que la partie qui a été traitée avec le sucre présente un meilleur rendement, mais c'est lié notamment aux attaques de ses amis. Pourquoi? Parce que, hop, je vais vous montrer une photo. Je vais essayer de zoomer pour que ça soit plus simple. Hop, hop, voilà. À gauche, vous avez la partie, on va dire, qui est témoin, et à droite, ici, vous voyez avec ma souris, c'est la partie qui a été traitée avec un passage de coragène à faible dose avec un petit peu de sucre. Et donc vous voyez que toutes les sésamies s'en sont pris à la partie témoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de rendement? Ça veut dire que lorsque l'épi se forme et qu'il commence comment dire, à former ses grains, il va venir aspirer en fait tous les éléments nutritifs, dont l'azote, qui sont contenus dans les cannes et pour former son épi. Donc si vous avez des canaux qui sont complètement bouffés par une sésamie, vous comprenez bien qu'il y a des parties de nutriments qui vont pas se rendre jusqu'à l'épi. Autre problème, c'est que là, on a des cannes qui sont assez petites, donc les risques de verse dans la partie témoin sont beaucoup plus importantes.
Donc ça, c'est un autre problème. Donc là, on a des cannes qui sont en santé à droite versus des cannes qui sont où c'est un peu plus compliqué. Là, c'est à peu près les mêmes photos, sauf que là, j'ai mis de l'acide sulfurique pour voir s'il y avait du nitrate qui restait dans les cannes. Et on peut voir qu'il y en a quasiment plus dans les parties où il y a eu un traitement au coragène, sauf ici, un petit peu de nitrate qui reste. Mais c'est pas des attaques de sésame, ça. Donc voilà, donc on a pu prouver avec ce petit test-là que l'utilisation du sucre avait un intérêt pour en fait diminuer les attaques de forage. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé de rentrer dans le temps. Ouais, merci Florent pour ta présentation. Il y a 2 questions. La Oui. première j'y arrive, qui concerne les communautés de lépidoptères, qui ne sont pas des ravageurs. Est-ce que tu sais si le sucre est sélectif? Est-ce que ça atteint tous les lépidoptères de manière générale? Non, ça je ne le sais pas. Je peux pas OK. répondre. J'ai juste de ce que j'ai lu dans la littérature, c'est vraiment les ravageurs qui ont été sélectionnés. Alors par contre, il y a un point qui est intéressant, c'est qu'au moins ça les tue pas. Ça fait juste envoyer vos lépidoptères dans le champ du voisin. Donc, si vous avez un voisin qui traite pas au sucre, ne lui dites pas. Ils vont, il va avoir tous les papillons qui vont voler chez lui. Mais voilà, au moins ça tue pas les abeilles, ça ne coûte pas cher. Il y en a une qui vient de répondre. Et voilà. Il y a une question sur OK. la significativité J'ai des résultats. enfin, il y a d'autres questions qui arrivent là au fur et à mesure. Ouais. Florent, est-ce que tu sais si, les principes, que tu énonces là du sucre, sont les mêmes que ceux, que peut faire le lactosérum? En arboriculture, on voit souvent enfin, il commence à apparaître certains essais d'application de lactosérum en foliaire. Est-ce que c'est la Ben, même? dans le lactosérum, je suppose qu'il y a du sucre, ça c'est certain. Donc peut-être ce sont les mêmes mécanismes. Alors le problème, c'est que je l'ai su, mais je l'ai plus en mémoire. Les mécanismes de mise en place du système de défense du lactosérum sont très bien décrits dans le livre de Nicole Benamou, qui est un descriptif en fait des systèmes de défense des plantes. Alors je l'ai à côté de moi. C'est une biologiste québécoise qui travaille à l'Université Laval et qui travaille uniquement sur les systèmes de résistance chez les plantes. Donc, elle ne fait pas des essais à savoir j'applique le produit et je regarde ce qui se fait, c'est qu'elle va au niveau cellulaire. Donc, elle a sorti un ouvrage que j'ai pas lu malheureusement. Par contre, j'ai suivi ses cours, mais j'ai oublié, ça fait un peu trop longtemps. Mais elle explique en fait comment fonctionne chacune des molécules et ce que ça entraîne dans la cellule de la plante. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, pour aller vraiment plus loin et pas aller survoler simplement ce sujet-là de système de stimulation de défense des plantes, là, mais aller vraiment en profondeur, je vous conseille son livre, ça s'appelle La résistance chez les plantes de Nicole Benamou. C'est aux éditions Lavoisier. Par contre, c'est scientifique, donc c'est un petit peu, Un truc, c'est sûr. dur, mais c'est la référence. Je pense que c'est une des références mondiales sur ce terme-là. Et donc, elle décrit aussi différents produits commercialisés et elle explique vraiment la chaîne métabolique qui suit pour entraîner la résistance, quoi. OK, merci Florent. Il y a d'autres questions sur les apports de sucre. Est-ce qu'ils permettent de diminuer les doses, d'insecticides ou pas, selon toi? Est-ce que c'est considéré comme un adjuvant, un activateur des insecticides? Est-ce que seul ça pourrait aussi remplacer un insecticide? Voilà. Alors, Quelle ouais, portée on peut donner au sucre? alors, juste pour vous dire ici, vous voyez toujours mon écran? Oui. Ok, on y va. Hop, j'y vais. Si vous regardez les doses d'insecticides que l'on voit là, la dose homologuée de coragène, c'est 0,125 litres hectare. Donc là, on est déjà sur des infradoses là, de coragène.
enfin des infradoses, des petites doses. Donc vraiment, typiquement, c'est le genre de... et c'est ce qui a été mentionné par la revue Phytoma, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une revue qui synthétise en fait les différentes articles de recherche sur la protection des plantes. Donc l'objectif vraiment de mettre du sucre, c'est justement de diminuer en fait les doses d'insecticides qui pourraient l'accompagner. Donc oui, ce serait fait pour ça. Par contre, il faut bien comprendre le fonctionnement. Je vais aller juste voir, hop. Pourquoi le C1 sol n'a pas marché? J'essaie de trouver une explication. Je vais vous le trouver, hop. Vous le voyez ici le schéma, le graphique des piégeages? Vous le voyez? Oui, Oui, très bien. Donc là, vous avez en fait la courbe rouge, ce sont les vols de Sésame en Ex-Aquitaine en 2020. Si vous regardez la première application de Coragène avec ma souris, là, je suis en train de bouger, ça s'est fait fin avril. Donc c'était avant l'arrivée, c'était vraiment quand c'était les frémissements des premiers vols. Donc en fait, lorsque vous appliquez du sucre à un moment donné là, vous pouvez considérer que la plante va commencer à réagir et mettre en place son petit système de défense naturelle et va être prête pour l'arrivée de la première génération. Par contre, appliquer du coragène à cette période-là où les papillons ne sont pas trop actifs, le coragène, c'est une molécule qui fonctionne directement en contact avec les chenilles. C'est une molécule qui va venir un peu bousiller les systèmes de calcium de l'insecte, et en fait, l'insecte va partir en tétanie, il va se paralyser, et donc il va mourir comme ça. Donc s'il n'y a pas d'insecte, c'est sûr que le coragène, il va pas marcher. Donc là, on comprend que peut-être le première application coragène plus sucre, en fait, c'est le sucre qui a mieux fonctionné. Ce serait peut-être plus intéressant, plutôt que d'utiliser du coragène, d'utiliser un produit qui serait appliqué avant l'arrivée des papillons. On pourrait penser par exemple à du Bacillus thuringiensis, du BT. Donc peut-être que ça aurait plus d'intérêt de mettre du BT avec du sucre que du coragène. Ensuite, la deuxième application a été appliquée, on va dire, début juin, à cette période-là. Donc là, il n'y avait pas vraiment de bestioles. Donc peut-être que le coragène qui a été appliqué là, quel impact il a eu sur... peut-être qu'il y avait des sésamies qui traînaient et qui l'a tué, mais voilà, le deuxième coup de coragène, il aurait peut-être été plus tardif, il aurait été peut-être plus intéressant. Donc il faut savoir qu'il faut quand même appliquer le sucre avant que les papillons arrivent, dans la logique, puisqu'il faut préparer le système de défense. Vous vaccinez pas contre le Covid-19 au moment où vous avez le Covid. Il faut préparer votre corps à se défendre. Donc c'est un peu le même principe. Par contre, c'est sûr que d'avoir mis du sucre et qu'il y a des papillons qui viennent pondre, ça c'est clair. S'il y a des papillons qui sont en vol et qu'il y a du sucre à la surface des feuilles, des microdoses, les papillons vont avoir tendance à quand même à partir. Mais là, on parle bien à aller ailleurs. Mais si on parle de mettre en place le système de défense de la plante, donc ça c'est le deuxième niveau, bah, il faudrait venir un peu plus en amont, quoi. Florent, malheureusement, on est un peu pris par le temps pour balayer. Euh, on va continuer de collecter des questions sur ce sujet et on pourra peut-être répondre par mail puisqu'on aura les mails des questions. Juste une qui me semble fondamentale, c'est est-ce que tu as prévu de répéter ce genre d'essai pour consolider tes données et éventuellement de tester ça sur d'autres espèces que le maïs, ou est-ce que tu as déjà fait ça? En deux Eh mots. ben non, ben là je devais le faire cette année. Malheureusement, malheureusement j'ai juste un traitement témoin avec coragène plus sucre et coragène plus sucre et un deuxième coup de coragène. Donc j'aurais pas l'effet sucre malheureusement cette année. Mais j'invite tous les agriculteurs à simplement faire comme ils font d'habitude, passer leur insecticide, y rajouter un tout petit peu de sucre, mais rien, hein, et d'aller simplement prendre leur couteau à la fin de la saison et regarder ce qui s'y passe, juste pour Donc, voir. pour la dose de Mais c'est sucre, très tu facile. confirmes entre 1 et 10 grammes? Moi, j'ai fait 10 grammes, mais c'est pas ce qui est dans la littérature. Il faudrait faire 1 gramme pour 100 litres. Donc, je rappelle, c'est vraiment pas beaucoup de sucre là. C'est vraiment pas beaucoup de sucre. 1 gramme pour 100 litres. Si vous faites 100 litres hectare, bah, c'est 1 gramme hectare. Pas reçu. Mais moi, j'ai fait 10 grammes. Enfin, l'agriculteur a fait 10 grammes et il y a eu un effet. Par exemple, une personne qui aurait tendance à mettre le sucre
passer la première passage de G1 là, de la première génération, à mon avis, il va dire que ça fonctionne pas. Donc c'est bien important de comprendre qu'il faut l'appliquer avant ou, au moment où c'est commence à être fébrile et donc pour ça, il faut suivre les bulletins. Et oui, il faut anticiper les vols et les déplacements des C'est ravageurs. ça. Il faut Est-ce faire que ça tôt. 3-4 feuilles, 4 Est-ce que feuilles là, il faut y aller. très bien. Merci Florent pour ta présentation. On va passer à la suivante avec, un retour d'expérience sur les couverts d'été en Corrèze avec, Maxime Lepêtre. Je te laisse, la parole Maxime. Normalement tu es là. Ouais, Oui, c'est bon, vous super, m'entendez? on t'entend bien. Tu peux prendre la main sur le partage d'écran. Oui. Alors, est-ce que c'est bon là? Ça arrive. C'est bon pour nous. Ah, OK, alors je me présente, Maxime Lepêtre, conseiller à la chambre d'agriculture de Corrèze. Donc on a fait, l'an dernier un essai sur les couverts d'été. La problématique, c'est qu'avec, les sécheresses répétées, on a du mal à implanter les couverts, après moisson. C'est compliqué, donc on a testé, différentes modalités, c'est-à-dire, semis à la volée avant récolte, de céréales, semis direct après la récolte de céréales. On a choisi des espèces qui nous semblaient, intéressantes, qui ont des bonnes capacités à pousser pendant, l'été et on a aussi, fait le choix d'enrober les semences ou pas, pour voir l'effet que ça pouvait avoir. Donc l'essai a eu lieu en Haute-Corrèze sur une exploitation qui a à peu près 400 mètres d'altitude. On est sur des terrains assez légers, acides, donc voilà, c'est des terrains qui craignent très rapidement le manque d'eau. Une exploitation qui est en semi-direct depuis plusieurs années, qui est en polyculture élevage. Donc l'objectif, voilà, c'est d'optimiser, la rotation et on essaie de voir, l'impact du climat, l'importance du positionnement de la graine, l'effet que peut avoir l'enrobage et le choix des espèces. On a choisi 3 espèces, donc le Niger, le tournesol et les sorgho fourragers et la moitié du semis a été enrobé à base, d'acide humique, d'acide fulvique, d'extrait de lombricompost, de mélasse, d'algues et de guano, de chauve-souris et d'argile. Alors on a fait un premier semis à la volée, c'était fin juin. C'était à peu près un mois avant la récolte. Alors on pense que la date était un petit peu tardive. Ce qui s'était passé, c'est que l'an dernier, c'était pendant le confinement, donc on a eu un peu de mal à récupérer les semences. Mais voilà, on a eu quand même un mois, de semis, avant la récolte. Donc les conditions étaient plutôt bonnes parce qu'on a eu un mois de juin qui a été, assez frais, et assez pluvieux. Donc on a eu une terre qui était assez détendue et on a semé ça à la volée et 2-3 jours après, on a reçu, presque 45 millimètres d'eau dessus. Donc voilà, on pense pas pouvoir avoir des conditions, meilleures pour faire un semis, à la volée. Puis on a fait le semis en semis direct, c'était le 6 août, c'était 12 jours après, la moisson. Donc le semis est réalisé avec un Hutchinson, donc un semoir à dents. Donc le terrain là, il était un petit peu plus sec, mais on a eu de l'eau, on a eu 2 orages juste après, qui ont apporté 75 millimètres d'eau, donc voilà, ça n'a pas été non plus un frein à l'eau. Le semis a été un peu profond, on a semé à peu près à 3 centimètres, donc on a eu un peu de mal à régler le semoir, donc ça a peut-être pénalisé, un peu les résultats. On a effectué la méthode Merci le 9 octobre, c'est-à-dire juste avant les premières gelées dans cette zone et avant aussi la culture d'hiver qui allait être implantée. Donc, les résultats, le semis, à la volée non enrobé, on a eu un taux de levée qui a été très faible. On n'a pas vu le Niger ni le tournesol. Alors les conclusions, on a du mal à en tirer, parce que les conditions étaient bonnes. Sûrement que le positionnement de la graine, voilà, est-ce qu'il y a un bon contact sol-graine à la volée? C'est pas évident. Également, comme le mois de juin était très pluvieux, c'était une année qui était très propice aux limaces.
Et peut-être que voilà, des graines comme les graines de tournesol, les limaces en sont friandes. Donc peut-être ça pénalisait voilà, la levée du tournesol et du Niger. Le sorgho, il y en a eu quelques-uns. Donc c'était très épars. On avait 1, 2 pieds, 3 par mètre carré. Voilà, c'était vraiment très, très épars, qui a bien colonisé l'espace. Alors, j'ai des photos. Donc voilà, là on voit la photo à gauche du semis à la volée, donc non enrobé. Hem, donc voilà, on voit que le sorgho et à droite, donc sur la pelle, on voit vraiment le sorgho là, qui a vraiment colonisé l'espace. Donc ce sorgho, on l'a trouvé très intéressant, en tout cas dans ces conditions-là. Après le semis à volet enrobé, on a observé à peu près les mêmes conclusions, voilà. Très peu de sorgho de quantité. Là, si on voit les photos, hop. Donc voilà, c'est très hétérogène. Pareil, voilà, le sorgho qui a bien colonisé l'espace. Et pour le semis, en semi-direct, donc en non enrobé, là, on a eu quand même une belle, levée. Ça reste hétérogène, mais dans l'ensemble, tout a bien levé. On voit le tournesol, on voit le sorgho. En revanche, le Niger, on l'a très peu vu. Alors on pense l'expliquer par un semis qui était un peu profond, qui était à 3 centimètres et le Niger a une toute petite graine. Là, voilà, la modalité là qui est, donc semi-direct non enrobé. Et là, on voit par exemple ici qu'on a des zones où c'est plus bas, que c'est voilà, c'est pas toujours très très homogène. Et la dernière modalité, donc semi-enrobé, semi-direct avec les graines enrobées. Là, c'est vraiment la modalité la plus homogène qu'on a eue, avec un développement du sorgho qui a été très, très bon. On n'a pas vu vraiment de différence sur le tournesol, mais en revanche, le sorgho, il s'est beaucoup plus développé. Voilà. Là, on voit que du sorgho à la photo. Alors que le tournesol, en fait, il est aussi haut que dans la modalité précédente. Voilà, c'est vraiment le sorgho qui a pris le dessus sur le tournesol. Donc les résultats de la méthode MERCI, donc c'est la méthode MERCI, c'est une méthode pour estimer en fait les rendements. Ça permet de voir aussi ce que le couvert aurait pu laisser en éléments nutritifs au sol en tant qu'engrais vert. Donc pour résumer, en fait, voilà, on voit vraiment que sur la modalité à la volée, on a des taux de levée qui sont très très faibles, un petit peu sur le sorgho, avec une biomasse voilà, qui était entre 1,5 tonne et 2 tonnes, ce qui n'est pas énorme. Sachant que voilà, quand on a fait la méthode MERCI, c'était le 9 octobre, donc ça faisait déjà plus de 100 jours que ces modalités étaient implantées, alors que les modalités semi-directes, ça faisait un peu plus de 60 jours. Donc on a vraiment un écart sur le cycle. Ce qui aurait dû en fait favoriser voilà, la biomasse si le semis à la volée avait vraiment fonctionné. Et donc les résultats pour le semis direct, on voit qu'on a une bonne levée voilà, du sorgho et du tournesol. Le Niger, on n'a pas. En revanche, en biomasse, on a une différence. Voilà, en non enrobé, on atteint les 6 tonnes de matière sèche, alors qu'en semi-direct enrobé, on a atteint les 10 tonnes, ce qui est vraiment très intéressant. Et là où on voit la différence, c'est sur le sorgho. On a le double de levée. Donc, pour conclure un peu cet essai, le semis à la volée, voilà, ça n'a pas été très concluant. Le semis direct a bien fonctionné. Malgré tout, voilà, on a eu des conditions météo qui ont été bonnes. Le sorgho a vraiment tiré son épingle du jeu et l'effet enrobage, sur le semis à la volée, voilà, on n'a pas vu de différence, mais en revanche sur le semis direct, ça avait été flagrant que le sorgho a apprécié l'enrobage. Voilà, il s'est vraiment bien comporté. On a eu une meilleure levée, on a eu une biomasse supérieure, par rapport à la modalité non enrobée. Donc voilà, pour conclure, le semis à la volée, on avait déjà essayé il y a 2 ans, on avait été un peu déçus. Cette année, voilà, l'an dernier, on avait des résultats aussi qui ont été très moyens, pourtant les conditions étaient bonnes. Donc c'est une modalité qu'on
voilà, je pense pas qu'on va recommencer. En tout cas, dans nos rotations de céréales, malgré tout, quand on positionne la graine un peu en profondeur, en semi-direct, on a l'air d'avoir quand même une capacité de germination qui est meilleure, même si les conditions sont parfois plus sèches. Merci Maxime pour ta présentation. Bon, les questions, on va peut-être on va les reprendre dans l'ordre. Concernant la méthode de Merci, je ne sais pas si vous avez vu tous dans le chat ce que c'est. Maxime l'a un peu détaillé. Aujourd'hui, on a accès à la méthode Merci directement sur Internet. Avant, c'était un Excel. Et en fait, c'est une méthode d'évaluation des restitutions de cultures intermédiaires qui nous permet d'évaluer un peu les quantités de biomasse sèche ainsi que les quantités d'éléments restitués et leur dynamique de restitution dans le temps. Voilà, maintenant, il y a aussi des valeurs fourragères, etc., qui sont venues compléter l'outil. Voilà, en gros, on vous a mis le lien dans le chat. Maxime, il y a une question concernant la valorisation des couverts. Est-ce que tu peux nous dire comment ils ont été valorisés, comment l'essai a été valorisé chez l'agriculteur en question? Ouais, alors là, cet essai, il a été laissé au sol. Donc c'est un agriculteur qui est en polyculture, élevage. Donc, en général, il essaie de laisser le maximum, de ses couverts au sol, sauf si des fois il y a un manque de pâture pendant l'été où il va faire pâturer, les couverts par les moutons. Mais dans ce cas-là et voilà, le choix la composition du couvert va être un peu différente. On n'aura pas du tournesol ou autre plante, comme ça, quoi. OK, très bien. Il y a Manu qui demande si un semis à la volée avant moisson est envisageable, dans votre contexte. Il me semble que tu as pu dire que les résultats étaient aléatoires et enfin, je te laisse répondre. Ouais, ben, le semis à la volée, donc on l'a fait, sur 2 exploitations en 2019 et en 2020 et à chaque fois, on a été déçus du résultat. On a vraiment un taux de levée qui est vraiment minime et alors alors que souvent les conditions, météo ont été plutôt bonnes. On y allait quand ça avait plu, quelques jours avant, où le sol était encore humide et quand ça repleuvait, quelques jours après, il y en a toujours eu des levées qui ont été très, très faibles. OK, Voilà, mais l'enrobage. ah oui. Oui, il y a une question sur l'enrobage qui revient. Ouais. Comme l'a dit, Maxime, bon, j'ai plus la recette exacte en tête. Si vraiment cela vous intéresse, je peux vous la transmettre. Mais en tout cas, on a la composition et ce sont tous les produits sont autorisés en agriculture biologique qu'on a utilisés. Il y a des acides humiques et fulviques, il y a, de la poudre d'algues, il y a du guano, il y a de l'extrait de lombricompost, de la mélasse et de l'argile. Voilà et de mémoire, ça représente, 4 kilogrammes par quintal de semences. Voilà, c'était un essai collectif, donc c'est moi qui ai réalisé l'enrobage et plusieurs agriculteurs ont eu, ces modalités-là, enrobées et non enrobées. Maxime, tiens, je te laisse, cette question. Quel bénéfice économique, quand on laisse la biomasse au sol? Alors bénéfice économique, alors il est pas évident à mesurer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on laisse la biomasse au sol, la plante est composée de différents éléments, de minéraux, de nutritifs, donc voilà, de l'azote, du phosphore, de la potasse, et d'autres éléments et quand on laisse au sol, donc on va restituer ces éléments directement au sol. Donc voilà, il y a déjà un apport intéressant, voilà, économique sur à ce niveau-là. Après, on va aussi laisser du carbone. Voilà, il faut savoir qu'une, plante, c'est composé à peu près à 40-45 de carbone
Et le carbone, c'est ce qui va permettre de créer la matière organique du sol. Donc en améliorant la matière organique de son sol, on va aussi améliorer la qualité agronomique de son sol, la vie biologique. Donc c'est vrai que comme ça, on a du mal à le mesurer économiquement, mais derrière, si on a un sol fertile, on doit s'y retrouver économiquement. Voilà, c'est 2 aspects et un autre aspect, c'est que quand on couvre, son sol, voilà, on va éviter, l'érosion, on va aller capter, les éléments nutritifs. Donc voilà, avant la destruction, déjà, rien que d'avoir un couvert, ça permet aussi de limiter, ces problèmes agronomiques comme l'érosion ou la lessivation des éléments, nutritifs. Pour compléter un peu la réponse de Maxime, quelle usine se permettrait de ne pas faire de maintenance et d'imaginer que son avenir sera bon économiquement? Aucune. Et finalement, l'usine de l'agriculture, c'est le sol. Et donc, si on ne l'entretient pas, si on ne lui permet pas d'avoir une structure qui le stabilise, qui limite les effets d'érosion, qui maximise les échanges air, eau et minéraux avec la plante, on se met en difficulté. Donc, c'est la question même de l'agriculture durable qui est posée par le retour de matière organique au sol. Tac. Alors, sur les coûts d'enrobage. Sur le coût d'enrobage, il faudrait que je ressorte le tableau. Je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse, je vais le chercher. De mémoire, on est sur de 12 € hectare. Voilà, je rappelle, 4 kilos par quintal de semences. 12 € travail et fourniture. Travail et fourniture, exactement. Parce que ça nous a pas pris beaucoup de temps. On a fait ça à la bétonnière sur qui fait 300 litres. Voilà, efficace. Une dernière question. Une dernière question, Maxime, après on enchaîne sur la présentation de Manu. Comment le couvert il est détruit et comment l'implantation de la culture suivante est réalisée? Alors l'implantation suivante, elle est faite avec un semis direct, donc là, c'est un Hutchinson. La caractéristique du Hutchinson, c'est que c'est un semoir direct à dents. Donc, dans notre cas ici, le couvert, il est broyé parce qu'en fait, quand on a un semoir à dents, il a tendance à traîner les débris. Alors qu'on aurait un semoir à disque, on aurait pu se permettre de rouler directement sur, le couvert, surtout qu'on est à une époque où, les gelées arrivaient, donc le sorgho est une plante gélive, donc elle allait être détruite et le tournesol, voilà, c'est très cassant, donc en passant dessus avec le semoir, il aurait, voilà, il serait pas reparti. Donc, il y a plusieurs options, mais dans notre cas précis, au vu du semoir, comme c'était un semoir à dents, ça a été broyé puis semé en direct, avec le Hutchinson. Merci Maxime. On va passer à la présentation suivante, toujours sur les couverts d'été. C'est une problématique qu'on traite avec beaucoup d'attention dans le sud-ouest parce que difficile. Manu, je te laisse prendre la main doucement. Est-ce que tu peux partager Oui, ton bonjour à écran? tous, je clique Voilà. mon écran. Est-ce que là, vous voyez mon écran ou pas? Non, pas encore. Ok. Alors, Ouvrir le bac de partage. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? ça arrive. Super. Oui, alors le trou dans l'espace-temps au Pays Basque est important. Les choses arrivent à retardement. Ça y est. Donc bonjour à tous. Donc je suis Manu, je travaille donc à Eusko Alherriko La Bolancha Gambara. Donc c'est une association de développement agricole au Pays Basque, communément appelée Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. Et donc dans cet assaut, en fait, moi je suis
responsable de la partie production végétale et de tout ce qui touche, entre autres aussi à l'agriculture de conservation des sols. Là, donc, ce que je vais vous présenter, donc, c'est une ferme en Port Basque, au Pékintoa. Donc, l'avantage d'avoir une ferme au Pays Basque, c'est qu'au niveau des couverts d'été, on a la chance d'avoir une bonne pluviométrie tout au long de l'année, mais aussi dans l'été. Voilà, moi j'ai regardé hier, mais sur juillet, août, septembre, on est autour de entre 150 et 200 millimètres de pluie. Que ce soit en 2018, 2019, en 2020, un peu moins en 2021. Il a fait moche, mais en fait, il pleuvait pas tant que ça. Donc concrètement, là, pour vous expliquer, donc c'est derrière un blé panifiable dans une filière locale. L'objectif, il est double. Il est d'une part d'avoir des sols couverts l'été, de faire une plus grosse des biomasses, parce que c'est tous des éleveurs en fait avec lesquels je travaille pour cette filière de blé. Donc après, c'est de pouvoir aussi exploiter ce couvert ou de le restituer au sol. Ça dépend des paysans. Mais ce qui est important pour eux, c'est d'exporter leur paille. Il leur faut de la paille, absolument. Donc l'objectif, c'est d'avoir un couvert déjà en place ou à semer juste après la moisson de blé. Donc là, c'est des choses qui sont faites depuis 3 voire 4 ans. Je vais vous présenter juste quelques éléments. Là, donc, récolte du blé et en suivant, on enlève les pailles et on sème le couvert. Ça, c'est ce qui avait été réalisé en 2019. Depuis, la méthode a un peu changé, je vais vous en parler. Donc, avec un simple passage de déchaumeur à disque très superficiel, et puis un semis en fait de plusieurs couverts. Là, c'était vraiment un essai donc sur 18 mélanges. Donc, on a eu des jolis résultats. D'une part parce que les sols sont de bonne qualité, c'est chez cet éleveur-là. Il y a eu un apport de lisier, il y a eu la pluie juste après. Bon, bref, les conditions étaient bien alignées pour que ça fonctionne. Est-ce que là, vous voyez un petit sorgho ou pas? Pas encore, mais il a un chemin, on le sent. Est-ce que vous voyez mon petit sorgho? Ah, mais il doit falloir que tu changes de fenêtre de présentation maintenant. Je dois switcher du truc, ok. Il faut que tu reviennes dans le bac de compris. partage. Et fais J'ai partager compris. l'écran, comme ça suivra ta souris. Désolée, je suis un peu bidon. Non, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je suis désolée. Arrêtez le bac de partage. Attends, redis-moi ce qu'il faut faire, excuse-moi. Tu peux Excuse-moi. partager tout ton écran, sinon c'est Tu encore plus redemandes simple. le partage et dans le bac, tu vas voir J'arrête écran. mon partage. Et tu cliques sur écran et comme ça, on voit exactement ce que tu as à l'écran. Ça y est, tu y es. Donc maintenant, mets-toi sur tes photos. Je pense que c'est son team. Est-ce que vous voyez mon petit sorgho? Parfait. C'est parfait. Génial. Alors ça, c'est une bande qu'on avait complètement oubliée. En fait, qui a été semée avant moisson. J'avais semé une petite bande là à la volée de sorgho, la variété hiking. Et puis au final, les pailles ont été exportées et puis il y a eu la petite pluie, comme je l'ai précisé. Et puis il y a eu un développement du sorgho qui a été très joli. C'est ce qui nous a fait changer de technique les années d'après. Mais pour revenir sur voilà, mes semis, à chaque fois, ils sont enrobés avec simplement de l'argile, de l'huile. Je mettais aussi des oligo-éléments avant, mais maintenant, j'en mets plus. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que moi, j'ai testé avec et sans enrobage. Et je trouve une différence vraiment importante au niveau de la levée. Donc, je continue mes enrobages à la bétonnière ou à la main dans une poubelle. Je le fais moi ou je le fais avec le paysan ou c'est lui qui fait.
Pour revenir sur l'essai de 2019, donc passage de déchômeur et puis pluie, enfin lisier, pluie. Donc nous, on arrive à avoir en l'espace de 2 mois de temps, voilà, l'équivalent de 7 tonnes de matière sèche. Ce qui sort du lot à chaque fois, c'est le sorgho. Il y a eu aussi d'autres choses intéressantes. Le sarrasin, après un gros couvert multi-espèces qui est dans le cahier de l'agroécologie d'ailleurs, avec 8 tonnes de matière sèche par hectare en 2 mois. Donc vraiment, c'est intéressant. C'est l'objectif, voilà, c'est après d'avoir des sols qui tiennent la route, qui soient durables sur le long terme dans la filière où on exporte les pailles. Donc voilà, c'était important d'avoir une grosse biomasse l'été à restituer au sol pour la plupart des paysans de cette filière. Voilà. Et l'essai de semi-direct, par contre, juste après moisson, donc moi, je n'avais pas la Hutchinson à disposition, qui est un semoir à disque qui fait du super boulot. Moi, c'est un semoir que j'adore. On avait juste pardon, c'est un semoir à dents. On avait justement un semoir à disque, le Vredo, qui a fait pas un assez bon travail dans des périodes un peu sèches. Donc, il faut privilégier vraiment les semoirs directs à disque dans ces situations-là. Voilà, donc maintenant, en fait, ce que je fais de plus en plus, c'est avant moisson, c'est-à-dire le 15 juin, je vais enrober mes graines et je vais semer. En fait, là, il y a 8 variétés de sorgho différentes en bande et après en mélange. Pour qu'en fait, à partir du moment où j'ai moissonné mon blé et récolté mes pailles, mon sorgho s'exprime. Voilà. Mais avant, il ne décolle pas. Il reste à l'abri et il attend que ça soit moissonné et les pailles exportées pour démarrer. Voilà. J'ai été rapide. Tu as été très rapide. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Manu, tu peux en profiter. En tout Ok, cas, alors. Ah oui, juste avant, si tu veux compléter, il y a des questions sur l'enrobage. Est-ce que tu peux nous le redire et expliquer Oui. quelle huile tu utilises aussi, s'il te plaît? Quelle quoi? Quelle huile? Quelle Quelle huile? huile? Ah oui. Alors, du coup, 100% local, hein. Moi, j'utilise de l'huile Noustekilili. C'est une huile de tournesol du Pays Basque. La meuf complètement à fond, hein. Non, bon, ça, c'est blague à part. Non, j'ai pris celle que j'avais sous la main. Mais c'est une très petite quantité d'huile. C'est vraiment pour que l'argile et mes oligo-éléments collent à ma graine. Donc voilà, j'ai pas de recette à vous donner. C'est vraiment, il faut que ma graine, je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo que je vous ai montrée au tout début, que vous allez voir là, ma graine est 100% recouverte. Voilà, elle est bien protégée parce que je sais qu'entre le moment où je sème à la volée, le 15 juin, et le moment où mon sorgho lève, c'est-à-dire presque un mois après, il faut que ça soit protégé. Voilà. Et après, sur ce qui sort du lot, parce qu'on a testé donc 18 mélanges, comme je le disais, hein, ce qui sortait du lot à chaque fois, c'était le sorgho, le tournesol, un peu le sarrasin, c'est sûr, mais il a tendance à repartir, celui-là, les années d'après. Donc, pour éviter de me faire embêter les années suivantes, on l'a un petit peu enlevé du mélange. On repart sur quelque chose de beaucoup plus simple, tournesol, sorgho. Et il y a aussi pas mal de différences entre les sorgho fourragés. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut creuser encore. Mais les variétés de sorgho, elles sont pas toutes identiques et comparables. J'en avais une super qui avait donné des super résultats qui s'appelait la variété Jalisco de Sémental. Et elle était super, hein, mais j'arrive plus à la retrouver. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi ce que vous appelez vous le screening variétal là, c'est-à-dire faire des bandes d'essais de sorgho pour voir lequel sort vraiment du lot et lesquels il faut un peu mettre de côté parce qu'il va pas être ou une couverture suffisante ou une vitesse de levée suffisante, voilà, ou une tenue de tige intéressante, voilà.
Question de Caroline. Merci Manu. Ouais, c'est ce De- qu'on. Cette année, nous, de notre côté, on a testé le screening variétal de sorgho uniquement. On n'a pas fait sur tournesol ou sur d'autres espèces. Et effectivement, on voit des choses très, très différentes sur la capacité de talage, la hauteur, même la qualité fourragère. Enfin, là, les analyses sont bientôt en cours, mais on voit des choses très, très différentes entre monocoupe, multicoupe aussi. Enfin, Ouais. voilà, Je ces pense qu'il résultats devraient arriver bientôt. faut creuser cette piste-là pour avoir un bon sorgho, enfin, ou plusieurs sorghos, en fait, parce que moi, je suis convaincue que le monovariétal, c'est pas l'avenir. Donc, surtout pour des choses comme ça où il y a quand même un risque ou de sec, ou c'est pas c'est pas, on va dire, 100% une réussite quand même, les semis, de manière générale l'été, hein. Nous, on a de la chance d'avoir de la pluie, mais s'il y en a pas, il y a plus ou moins des sorgho qui vont tirer leur épingle du jeu, donc faut creuser là-dessus. Moi, j'en ai 4, non, j'en ai 5 en comparaison là cette année, et pareil, il y a des choses à creuser. Après, avant de vous dire des réponses, moi, j'attends toujours 3 ans d'essai pour communiquer les choses le plus largement possible. Voilà. Ok, merci Manu. Il reste notamment deux questions. Une toujours sur l'enrobage. Est-ce que tu as des retours d'expérience avec du lait? Et une autre question concernant la valorisation, destruction des couverts. Comment vous y prenez? Comment ils sont valorisés? Voilà. Alors, pour le lait, non, je reste toujours sur mon petit arrobage et j'ai pas d'écho, en tout cas, qui est eu avec des enrobages, avec du lait, enfin, on va dire des trempages ou des choses comme ça. Donc, pas de réponse, désolée pour ça. Et pour la valorisation des couverts, donc il y a une fois, ça a été restitué au sol, mais finalement à long terme, c'est-à-dire qu'on a laissé le sorgho mourir tranquillement. Ici, il gèle pas, hein. Donc du coup, il meurt sur place tout doucement. Au mois de janvier, ça faisait un méga paillage pour pouvoir après faire un soja dedans ou voilà ou un maïs. Sinon, c'est détruit avec un broyeur laissé sur place avec un petit coup de déchaumeur, voilà. Mais comme là, les pailles ont été exportées, du coup, l'objectif, c'est de restituer du carbone au sol. Donc, pas exploité par les animaux. Mais ça serait possible. Voilà. Merci Parce que Manu. 10 tonnes de matière sèche l'été, je pense que ça pourrait faire des bonnes ressources fourragères en cas de problématique de sec ou de manque de fourrage. Oui, ça peut servir de stock sur pied, oui, quand Exact. la prairie est un peu Alors, pas faiblarde. pour des brebis, mais pour des vaches, sans problème. Une dernière question sur, bon, tu l'as déjà un peu dit. Est-ce que tu peux repréciser les objectifs de l'enrobage? Pourquoi tu t'embêtes à enrober les semences? Ben, je m'embête à enrober les semences parce que je suis un peu têtue. J'ai vu la différence sur 2 années de suite avec et sans enrobage sur le pourcentage de levée. Donc, je sais pas. Je pense vraiment que c'est une question de protection de la semence et que finalement, peut-être parce que moi, je mets pas d'algues, je mets pas enfin, il n'y a pas vraiment de minéraux. J'ai mis des oligo-éléments au démarrage, mais plus depuis 2 ans. Donc voilà, je pense vraiment que c'est une question de protection contre le sec et de bien coller d'améliorer le contact sol-graine argile, du coup, pour le démarrage de levée. Le tout, c'est que ça lève. Après, nous, il pleut de manière régulière, en fait. Donc, il n'y a pas de problème en soi de grillage de semences, comme on peut l'avoir, je sais pas, dans le Gers ou ailleurs. Oui, ou ailleurs dans le sud-ouest, excepté le Piémont pyrénéen. Oui, voilà, Partie sud, dans notre ouais. microclimat où il pleut tout le temps. Ok, merci beaucoup Manu. On va passer à la présentation suivante qui concerne les retours d'expérience en pâturage tournant dynamique. Toujours Piémont pyrénéen notamment, mais pas que.
Carole, si tu es là, je Oui, te laisse elle prendre attend. la main. Elle vient entrer. Ouais, Super. oui, oui, je suis là. Je te laisse Alors, présenter et hop. faire ta présentation. Ouais, est-ce que vous voyez mon écran? Ça va arriver, je Oui, pense. là, on voit ton Teams. Voilà. Ok. Mon Teams seulement, vous voyez pas l'écran encore? Non. Non, on ne voit pas ton fichier. Ah, Juste pendant que Carole cherche son fichier, Quentin tout à l'heure a parlé de screening sur les variétés de sorgho. Évidemment, ces cahiers de l'agroécologie qui servent de support pour ce webinaire, l'édition 2021 parle des essais 2019-2020 et il y aura des mises à jour régulières. Mais entre la réalisation de l'essai au champ, le traitement des données, l'analyse, la validation, il y a toujours un délai. Et donc voilà, aujourd'hui, on ne sait pas encore si la mise à jour sera bisannuelle ou annuelle. Mais bien sûr, ce document sera récurrent et vous pourrez trouver voilà, les avancées du programme dans les mises à jour régulières. alors moi je repose ma question en fait, savoir si vous voyez mon écran ou pas du coup. Non, toujours pas, Carole. Ah, alors là, par contre, si je le mets en mode plein écran non plus. Non plus. Je pense qu'il faut que tu reviennes dans le bac de partage. Tu n'as pas dû partager Ouais. le bon élément. Alors attends, je vais fermer le bac de partage. Je vais fermer d'autres pages que j'ai ouvertes. Voilà. Hop. Et normalement, ok. Voilà. Alors, hop. Donc normalement, vous devriez l'avoir. J'ai plus rien d'ouvert sur l'ordinateur. Mince. Alors ça marchait très bien hier et. Sinon, tu prends la main. Ouais, sinon je vais te laisser la main parce que du coup là je vois pas pourquoi ça fonctionne pas puisque dans le bac de partage, en fait j'y suis dans le bac de partage pour voir que je le reprenne. Le bac de partage, il est là. Vous le voyez là ou pas? Ah, je pense que c'est en train d'arriver là. Ah oui, Ah, C'est bon, super. ça y est. c'est Voilà. bon? Oui, Ah. impeccable. Bon, alors du coup je me présente, Carole Mérienne, donc conseillère à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Je suis spécialisée dans tout ce qui est pâturage, fourrage et conseillère en agroécologie. Donc, par rapport à l'étude qui a été faite par Innoveco 2, il faut savoir que j'ai été formée en fait par Xavier Barat d'Innoveco 2 sur tout ce qui est pâturage et qu'aujourd'hui, je continue en fait cette formation en appliquant un peu ce que lui, il applique déjà pour le suivi des agriculteurs. C'est-à-dire que tous les ans, je mets une formation en place sur le même système que lui où je forme entre 5 et 8 agriculteurs sur le pâturage tournant. Et on a intégré aussi la part de travail sur ce pâturage tournant par rapport à la mise en place de clôture, de l'eau, de l'alimentation en eau et sur le sens du travail, c'est-à-dire que le travail qu'il va y avoir sur l'exploitation change, on va dire, complètement. Donc, c'est un changement global au sein de l'exploitation. Du coup, on peut dire que depuis que j'ai été formée et depuis que je fais les suivis, j'ai continué avec la SARL Rhizobium aussi, Mathieu Bessières. On a formé à peu près sur la Haute-Garonne 45 exploitants, 45 fermes en pâturage. Et à travers tous les suivis de groupe, j'ai une centaine de suivis de fermes en Haute-Garonne qui ont mis en place ces techniques de pâturage tournant dynamique. Et dans l'étude qu'a fait Xavier, donc, il y a des exploitants de la Haute-Garonne d'ailleurs qui sont concernés. Donc, alors déjà, qu'est-ce que le pâturage tournant dynamique? Alors, je vais vous le résumer vite fait parce que là, Xavier, ça avait été remis dans l'étude, mais je vais quand même vous redire 3 mots.
Donc, pour moi, afin d'être... hop, je vais le mettre en plein écran. Voilà. Afin d'être quand même au mieux au niveau du pâturage, il faut comprendre qu'il y a 3 règles à respecter. C'est 1, les animaux ne doivent jamais manger les gaines de ce pâturage, de ces plantes, de ces pâtures. 2, ils doivent rentrer sur les parcs quand les graminées sont au stade 3-4 feuilles, comme là c'est bien écrit dans l'intitulé. Et 3e chose très importante, qui va permettre de mettre en place les 2 premières règles, ça va être un découpage du parcellaire. Comme on peut le voir ici sur cette image où on a un parcellaire de départ qui a été redécoupé en 1, 2, 3, 4, voire 5 parcs. Voilà, puisque c'est ce qui va permettre en fait de respecter les 2 premières règles. Donc si on veut résumer, un pâturage tournant dynamique, ça va être ça. Ensuite, par rapport à l'étude qu'a fait Xavier, alors il faut savoir que moi, sur mes exploitations, en retour d'expérience, j'ai exactement les mêmes résultats que cette étude. C'est-à-dire qu'au niveau pâturage, sur la centaine d'exploitations que je connais, qui sont aujourd'hui dans ces techniques-là, on a des exploitants qui ont mis à peu près 5 hectares de pâturage tournant dynamique et d'autres qui sont jusqu'à 150 hectares, c'est-à-dire presque l'ensemble de l'exploitation, avec quelques hectares qui ne sont pas en pâturage tournant dynamique parce qu'il faut garder des parts de pâturage fixe pour des animaux en gestation. Donc, j'ai des toutes petites parts de pâturage jusqu'à des très grosses parts de pâturage. Et dans tous les... Comment je vais dire, dans toutes les exploitations que j'ai suivies pour faire les rendements des prairies, où on mesure tous les mois le rendement des prairies et on mesure aussi par rapport à la capacité d'ingestion, on a exactement à peu près les mêmes proportions de tonnes de matière sèche produites en zone favorable et en zone défavorable. Avec juste un bémol pour tout ce qui est irrigation. En fait, toutes les parcelles irriguées en zone défavorable, on obtient les mêmes rendements qu'en zone favorable. Et ça, c'est très important de le stipuler parce que du coup, on est sur une irrigation qui reste inférieure quand même à l'irrigation des maïs, avec des tonnages en zone défavorable allant pareil jusqu'à 12 tonnes, donc comme un maïs à 120 quintaux qui peut être... Alors, pour nous, 120 quintaux, dans les très bonnes années comme cette année, on ne l'atteint pas en sec, on est plutôt autour de 100 quintaux. Je recadre un peu la situation et en irrigué, on va être entre 120 et 150. Donc voilà pourquoi je stipule qu'on peut s'apparenter à un maïs derrière au niveau de la production de ces prairies-là. Et pareil, tout comme Mathieu, en retour d'expérience, j'ai pu constater qu'en fin de compte, ces parcelles pâturées sur lesquelles on ne met aucun amendement d'ammonitrate, d'azote, ont les mêmes rendements que des parcelles de fauche sur lesquelles on va mettre justement des apports d'ammonitrate pour accentuer ces rendements à l'année par hectare. Donc ça reste très intéressant puisque ça veut dire que dans des conditions hors le fait qu'il faille qu'on mette en place des clôtures, on est dans un système d'intrants à l'économe et en diminution au fur et à mesure qu'on met en place du pâturage, qu'on l'augmente et dans le temps. Alors, je vais passer vite fait la petite partie sur en fait, la valeur alimentaire. Je vais revenir après dessus. On va aller directement au suivi de performance. Pourquoi? Parce que je vous dirai après ce que je fais en Haute-Garonne à travers le programme agro. Donc, au niveau des suivis de performance chez les éleveurs, alors, je ne vais pas les reprendre un point par point parce que ce serait trop long et que j'ai peu de temps attribué. Mais si on part directement sur le tableau que vous avez là, ici, on retrouve à peu près les mêmes proportions avec des problématiques en fait de pourcentage des CFPHT sur la surface élevage qui sont élevés chez des éleveurs, chez des fermiers qui n'ont pas de grosses possibilités de pâturage. Et chez qui donc cet accès est un peu réduit. Alors nous, ce qu'on a mis en place chez ces éleveurs-là, chez ces fermiers,
et qui se fait de plus en plus, c'est l'apport à l'autochargeuse. L'apport en verre à l'autochargeuse. Et j'avoue que du coup, c'est ce qui permet d'amener en fait aux animaux, sans avoir à faire de foin, une alimentation verte, même en plein été, et qui, quand les parcelles sont pas très loin, et qui permet d'avoir un bon apport nutritionnel sur ces périodes-là, et de garder de la qualité laitière ou de la production de viande. Quant aux quantités d'aliments et de concentrés achetés, donc aliments que ce soit en matière azotée ou aliments comme en céréales, maïs, et bien pareil, on constate une réduction, moi ceux que j'ai en suivi technico-économique, on a une bonne évolution de plus de 50% en fait de baisse sur la consommation de ces aliments. Et alors, ce qui ressort énormément quand on met un pâturage tournant en place, dynamique, c'est qu'on atteint l'autonomie fourragère, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, où en fait, on est souvent, la part est inférieure à moins de 10% pour ce qui est de fourrage acheté ou d'aliments achetés à l'extérieur. Et surtout, la diminution, comme on peut le voir là, en concentré, elle est réelle pour tout ce qui est protéines. Donc, on va vers l'autonomie fourragère. On a aussi une autonomie protéique très importante. Et alors, là où le bas blesse, en fait, en pâturage tournant dynamique, eh ben, c'est l'apport d'énergie. Souvent, on va manquer d'énergie, et c'est pour ça qu'il reste toujours une part, en fait, de concentré sur ces systèmes, c'est que on va manquer soit de maïs, soit de céréales en fonction des périodes sur le système. Ensuite, nous, à travers le réseau agro, alors là, je vais revenir un peu sur ces analyses alimentaires là, de la valeur de l'herbe. À travers le réseau agro, en fait, ce que j'ai, un point de vue technique, ce que j'ai voulu développer, c'est vraiment tout ce qui est l'adaptation des prairies au changement climatique et aller chercher cette autonomie aller vraiment chercher cette autonomie, peut-être pas l'atteindre, mais au maximum en énergie. Alors du coup, on a mis en place, j'ai mis en place depuis 2 ans un suivi sur 3 exploitations. Une exploitation de Piémont en prairie permanente, où là, l'agriculteur a tout mis il y a 70 hectares de pâturage tournant dynamique, sachant que en fait, sur les 70 hectares, il y en a une partie qui sont en fauche et qui passent en pâturage tournant dynamique après fauche. Une exploitation du bord de Garonne, où là on a alternance prairie permanente, prairie temporaire, et une exploitation de coteaux séchants, où là on n'a que de la prairie temporaire, irriguée. Donc chaque mois, je passe sur ces exploitations et je fais le relevé d'une parcelle témoin, prairie temporaire, et une parcelle témoin, prairie permanente, sur les 3 exploitations, quand j'ai la possibilité d'avoir les 2 types de prairies, où je relève le rendement, le Brix, le taux de sucre soluble dans l'herbe, et la qualité nutritionnelle par envoi des analyses au laboratoire. L'idée, on n'a pas encore mis en avant les résultats, l'idée c'est de fournir sur 5 ans des rendus sur la valeur alimentaire de ces prairies en continu. C'est-à-dire que, est-ce que sur 5 ans, avec un climat qui change, je vais avoir une adaptation des prairies en mettant en place le pâturage tournant dynamique? Et est-ce que ces valeurs qui suivent le climat, quand il fait très chaud et quand il y a peu d'eau, la valeur alimentaire baisse. Et il faut savoir qu'en prairie temporaire, en pâturage tournant dynamique, ce qu'on a remarqué sur les prairies temporaires ou même sur prairies permanentes, c'est que la moindre goutte d'eau, les 10 mm qui vont être faits ou les 5 mm même, font remonter la valeur alimentaire rapidement des plantes. Donc ça, c'est très intéressant, contrairement à un pâturage fixe où la plante mettra plus de temps à repousser et du coup, la valeur alimentaire sera aussi plus déséquilibrée dans un premier temps.
Et ensuite, le travail que j'ai mis en place en partenariat avec l'INRAE et que je peux finaliser grâce au partenariat avec Agro, c'est la recherche d'énergie en travaillant sur le végétal, les sursemis. Et ce que j'ai mis un peu, qu'on met en place sur les prairies permanentes, c'est tout ce qui est pâturage régénératif. Donc là, je vais sauter la petite conclusion et passer directement à l'élevage régénératif, où effectivement c'est un nouveau regard sur les herbivores, comme c'est bien dit sur cette thématique. Mais par contre, je ne l'applique pas entièrement à ce jour, donc j'ai un regard un peu pas tout à fait à 100%, j'ai envie de dire, il faudra donner des résultats plus précis par la suite. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des races, j'ai des races mixtes selon les éleveurs, les 3 éleveurs là, que j'ai mis en avant. J'ai de la Primolstein, de la Jersiaise, de la race Abondance, des Gasconnes et de la Brune des Alpes. Donc, en fonction de ces races, on va essayer de voir si aujourd'hui, on va avoir une adaptation correcte à ce type de mise en place sur prairie permanente de pâturage régénératif, sachant qu'on va surtout l'appliquer en fait sur un lot de bêtes à l'engraissement. Voilà, et le travail que je fais ensuite, c'est sur les couverts végétaux, tournesol sorgho qu'on amène dans les zones très séchantes en plein été sur prairie. Donc, on a essayé les sursemis, ça ne s'est pas bien passé, les sorgho sont restés petits, ils n'ont pas fait plus de 60 cm, on a fait 2 pâtures dessus, ils ont repoussé, mais ils n'étaient pas très hauts, les tournesols sont beaucoup mieux développés. Donc, l'idée, c'est plus de travailler quand même un petit peu le sol avant de les mettre en place, puisque sur prairie, il y a tellement d'effets hormonaux qu'on a plus de mal pour la levée des plantes, même en enrobage. Hein. Et moi, je terminerai notre partenariat avec Agro sur tout ce qui est agroforesterie, puisque sur 2 des exploitations, un des exploitants qui est entouré de bois depuis qu'on a vu ensemble l'utilité des arbres dans l'alimentation, en fait, a mis en place l'été un pâturage des arbres qu'il coupe pour l'alimentation des chèvres, ce troupeau qu'il a amené sur l'exploitation grâce à la mise en place du pâturage tournant dynamique et qui lui a permis d'installer sa femme d'ailleurs. Et ensuite, au niveau des vaches, du coup, il donne une alimentation hivernale avec ses jeunes pousses de l'année, ses rameaux de l'année, donc ce BRF qu'il donne l'hiver aux vaches en complémentation azotée. Donc voilà, c'est un peu les retours que j'ai par rapport aux arbres fourragers. Et le deuxième retour qu'on aura, mais dans le temps, puisque ça a été implanté depuis 2 ans, et il manque encore 6 hectares à implanter, mais à la terme, il y aura 30 hectares d'agroforesterie sur du pâturage tournant dynamique pour vaches laitières. Toutes les lignes d'arbres ont été implantées sur les lignes de clôture des arbres. Donc, c'est une exploitation qui fait pâturer les bêtes en demi-journée et il y a 80 vaches laitières par parc de 40 arbres. Voilà, pour donner un peu un ordre d'idée, donc cette agroforesterie aura une valorisation par l'alimentation, mais aussi une valorisation pour faire des arbres d'ombrage au niveau de la parcelle, puisque c'est une parcelle qui est en plein soleil, plein vent. Donc l'idée, c'était un peu de faire de l'ombrage, d'arrêter le vent, et un système d'alimentation aussi pour les animaux. Donc, je dirais qu'en conclusion, pour nous, le pâturage tournant dynamique, en tout cas sur l'ensemble des exploitations, je le perçois comme ça, et c'est un peu le retour aussi des exploitations, c'est que ce pâturage amène 4 dynamiques sur une exploitation. Une dynamique de pousse de l'herbe, une dynamique de production animale en adéquation avec l'herbe en adéquation avec sa qualité de l'herbe surtout, puisqu'on s'aperçoit vite que si la qualité de l'herbe n'y est pas, on n'a pas de production animale. Donc le stade 3-4 feuilles est bien à respecter, mais attention dans les parcelles où, selon les espèces, on a plus de fétuques par exemple, et bien là, on ne sera pas sur 3-4 feuilles. Si on a des exploitations où il y a plus de trèfle, c'est pareil. Le raisonnement sera un peu différent aussi à avoir sur du trèfle où le trèfle est dominant par rapport à la graminée.
Et ensuite, on a une dynamique économique par la baisse des intrants, azote, complémentation animale, voire gasoil, la baisse ou le maintien des productions animales. Et puis, malgré cette baisse ou ce maintien des productions animales, on a, quoi qu'il en soit, sur toutes les exploitations, une augmentation du revenu. Donc ça, c'est quand même intéressant de le mettre en avant. Et la dernière dynamique, la quatrième dynamique, pour moi, c'est une dynamique sociétale, puisque elle est au niveau de l'exploitant lui-même, puisqu'on change complètement la vue globale de l'exploitation et son système de travail va changer, mais il va changer vers un bien-être en fait de l'exploitation, de l'exploitant, pardon. Et en plus, ça répond aux attentes du consommateur. Donc, même psychologiquement, pour l'exploitant, j'ai envie de dire, ça rentre dans des démarches qui lui permettent de mettre en avant ces techniques et de les montrer en étant complètement en accord avec le consommateur. Voilà, j'ai fini par rapport à cette présentation sur le pâturage tournant dynamique. Par rapport aux études, je veux un peu revenir sur, voilà, ici, l'INRAE, quand l'INRAE dit à 3-4 feuilles à peu près, on est sur le bon stade de valeur alimentaire. Oui et non, c'est pour ça que j'ai fait les études tous les mois et envoyé au laboratoire. On s'aperçoit qu'on est très très tributaire de la météo et des sols aussi. En fonction des sols, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Des variétés végétales, du mélange de variétés végétales, des espèces qui sont sur la parcelle. Donc il y a beaucoup d'influences qui viennent, il y a beaucoup de facteurs qui viennent influencer ces valeurs alimentaires et pour lesquels on va un petit peu à chaque fois adapter le pâturage. Et le moment où on va rentrer sur les parcelles, le moment où on va enlever les bêtes et les périodes, si c'est des périodes séchantes, si c'est des périodes plutôt, comment on va dire, pluvieuses. Et on va faire pâturer différemment l'herbe. Voilà. Donc, bon, vous aurez tous ces résultats l'année prochaine, puisque j'aurai 2 ans de recul, je pourrai un petit peu plus les mettre en avant. Carole, ton intervention suscite des questions qu'on va te reporter. Oui. Oui, dont une qui était la première sur les diagnostics réalisés avec Cap2ER, Ah oui. qui est un outil, je le rappelle, de diagnostic une évaluation environnementale des systèmes du carbone. élevage, du carbone notamment. Voilà, c'est l'évaluation du carbone. Ouais. Ouais. Est-ce que vous en avez fait sur les systèmes que tu suis? Oui, on en a fait sur les systèmes que je suis, avec le souci que, oui, on en a fait. Donc, c'est dans tous les cas, ils sont bons au niveau du carbone. Et du coup, ils sont, j'ai envie de dire, trop bons. Et ils ont fait leur évolution trop tôt, puisque le Cap2ER, l'objectif, c'est derrière d'avoir du crédit carbone. Et le Cap2ER ne prend pas en compte cette évolution. Donc, ça veut dire que pour les agris qui ont mis en place le pâturage, plus mettre en place de l'agroforesterie, ils sont trop en avance sur leur temps. Ils ont déjà du carbone. La référence est trop haute. La référence est trop haute, ouais. Ouais, pour eux, en tout cas, ils ne peuvent plus aller chercher du crédit carbone parce qu'ils sont déjà à l'optimum. Ils n'ont plus de marge de progrès. Ouais, c'est un peu. Enfin, moi, je trouve ça un peu décevant qu'en élevage, on ne puisse pas avoir une référence, en fait, qui leur permette de dire, bah voilà, je suis partie de tel moment et aujourd'hui, j'en suis là. Donc, est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans le Cap2ER de là où j'en suis partie et puis. Et aujourd'hui, j'en suis là et du coup, j'ai fait mon évolution de carbone avant les autres, mais je l'ai faite quand même. Donc, oui, dans le Cap2ER, ils rentrent en compte et ils sont gagnants, en fait, trop. Oui, on n'aura pas en grande culture, hein, d'ailleurs. Je vous le dis comme ça, mais en grande culture, on pourra mettre un instant, dire qu'on a fait une évolution par rapport à une référence générale, oui, d'Arvalis même, par rapport aux références générales d'Arvalis. Par rapport à la moyenne des autres. À la moyenne, ouais, c'est ça.
On a encore des questions sur le pâturage et après, il va en venir sur l'agroforesterie. Ah oui. Sur le pâturage, est-ce que tu peux redire en 2 mots la différence entre le pâturage tournant dynamique, je dirais classique, et le pâturage régénératif? Moi, comme ça, grossièrement, j'ai envie de dire le pâturage régénératif, c'est du pâturage tournant hyper Alors, intensifié, mais tu as peut-être une autre définition, toi. oui, alors moi j'ai envie de dire le pâturage tournant dynamique, on rentre tout le temps sur un stade assez jeune de la plante, puisqu'on est au stade 3-4 feuilles. Le pâturage régénératif, on va attendre que la plante soit au stade vieillissement pour rentrer sur la parcelle. Donc déjà, c'est une différence entre les deux. Ensuite, au niveau sortie, le pâturage régénératif, on mange sur un instant T très très rapidement, mais très ras la parcelle. Et après, on lui laisse un temps de repos beaucoup plus long que sur un pâturage tournant dynamique. Les temps de repos vont aller à peu près entre 15 jours et 120 jours en hiver ou en été, selon les zones où on se situe. Et on peut faire jusqu'à 10 rotations selon les zones, d'ailleurs, sur un hectare, qu'en pâturage régénératif, selon les zones, un hectare sera pâturé qu'une fois ou deux dans l'année, avec comme on attend que la plante soit vieillissante et qu'après on la ramasse très rare. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Oui, je pense. Une autre question sur le pâturage tournant dynamique. Qu'est-ce que ça produit sur la biodiversité des espèces prairiales? Voilà, est-ce que ça modifie Alors ça va modifier. Oui, ça va modifier pour en fait des parcellaires qui étaient par exemple tout graminés ou des parcellaires enfin tout graminé. Souvent c'est tout graminé. Quand on est toute légumineuse, c'est pas bon quoi qu'il en soit. Donc c'est souvent sur des parcellaires tout graminés, mais souvent sur prairie permanente, où on s'aperçoit qu'on a plus de fleurs qui réapparaissent sur les parcelles de pâturage tournant dynamique, contrairement à ce qu'on aurait pu le croire. Donc oui, on a un aspect sur la biodiversité et il faut savoir que si on respecte correctement les graminées, on a quand même des stades fleuris en fait sur la plupart des fleurs. Hein. Les fleurs sont, la plupart des dicotylédones sont en fleurs quand les bêtes reviennent sur les parcelles. Alors, je crois que là, Quentin, tu me dis si j'ai oublié une question, mais je pense qu'on peut passer aux questions agroforesterie. Oui. Alors, une nouvelle question qui vient sortir sur le pâturage. Est-ce que ce genre de pratique tu as constaté que ça pouvait amener parfois des tétanies d'herbage? Ah, alors oui. La tétanie d'herbage, c'est de toute manière une osmose entre magnésium et calcium. Donc oui, alors on n'en a jamais eu parce que moi j'ai toujours fait en sorte que les agris en fait apportent du magnésium aux animaux avant pâturage et après pâturage pendant le printemps. Donc du coup on n'a jamais eu de tétanie d'herbage, on n'a jamais eu de problème de tétanie d'herbage sur ces parcellaires-là. Et souvent on fait, parce que les tétanies d'herbage viennent aussi d'un problème d'oligo-éléments dans les plantes. Et comme là, on n'est quand même pas sur des stades très très jeunes, on attend que le stade soit un peu plus vieux. 3-4 feuilles, on est déjà sur un stade avancé de la plante, quand bien même. Et du coup, elle a suffisamment d'oligo-éléments en elle et elle amène suffisamment d'oligo souvent pour pas avoir cette carence apparente. Sauf que certains sols, plus ou moins limoneux, peuvent quand même faire apparaître une carence de par leur géologie. Donc, en prévention, on met du magnésium, quoi qu'il en soit, sur les animaux. Alors, les questions agroforesterie. Quelles essences tu as eu l'occasion d'expérimenter en alimentation animale et comment elles sont consommées? Ouais, quelle méthode d'afforagement? D'accord. Alors, moi, les essences que j'ai vues principalement, c'était des essences très simples, c'est-à-dire frêne et peuplier.
Et du coup, il coupe les rameaux de l'année, donc les jeunes branches de l'année, et il les donne directement aux bêtes. Sinon, ils les mettent en fagot. Et le fagot est distribué l'hiver aux animaux. Donc, c'est un fagot, à peu près, ils font un fagot pour 2 vaches en hiver. Donc après, c'est la dimension du fagot, je peux pas, c'est un peu, je saurais pas dire combien il y a de branches dedans, mais voilà, c'était un petit peu mis comme ça. C'est donné comme ça, en tout cas en alimentation. Et pour les chèvres, sur des périodes estivales, donc c'est donné directement aux chèvres au niveau de la plaine. C'est coupé et donné aux bêtes directement. Alors, pour compléter sur ce qu'on voit dans le réseau agro, alors, on a en particulier un essai sur des mûriers blancs qui sont implantés comme ressources fourragères. Pourquoi le mûrier blanc? Parce que l'INRAE, qui travaille dessus sur son site de Montpellier et celui de Lusignan, a fait des analyses de valeur alimentaire et il se trouve que le mûrier blanc, quand on croise digestibilité, taux de protéines, a une composition qui, en valeur alimentaire, est à minima égale à une très bonne luzerne. Donc, on va dire nettement supérieure à la moyenne des luzernes qu'on peut faire sur le territoire à Dour-Garonne. Et c'est une plante qui réagit très bien à l'eau. Donc, même en période de sécheresse, ça va faire du stock sur pied et la moindre pluie va redéclencher la production de biomasse. Donc, voilà, on peut stocker sur pied de la ressource pour passer les périodes sèches. Et donc, en Ariège, on a aussi observé des essais de pâturage de mûriers. Donc, des mûriers sur petits troncs, ce qu'on appelle des trognes sur table. La parcelle de mûrier est un esclos de la prairie, et quand on a besoin de cette ressource, on ouvre la clôture et les animaux rentrent dedans, consommer directement les mûriers. Ça fonctionne très bien. Et après, sur l'application Landfile, on voit partout à travers la France des expériences avec de tout, de l'acacia, du frêne, du peuplier, effectivement, du paulownia. J'ai même, et j'en rate. en fait, ouais, et on s'est aperçu que même les animaux, là, sur certaines périodes, par exemple, depuis septembre, là, on en a qui consomment des noyers. On a des chèvres qui consomment les feuilles de noyer. On était assez surpris et on pense qu'il y a une corrélation avec le tanin et le besoin de vermifugation, sûrement. On n'a pas été plus loin, on a juste constaté qu'elle les consommait, quoi. Oui, il y a de fortes chances. C'était à notre insu, hein. C'était à notre insu, puisque du coup, c'est l'éleveur qui, en fait, a nettoyé des arbres et il s'est aperçu que les chèvres sont venues manger ces feuilles. Voilà. C'était pas volontaire, quoi. Il l'avait pas fait exprès pour le leur donner, mais c'est en nettoyant la ligne. Là-dessus, si je peux apporter précision, il faut faire attention à partir du moment où on coupe une plante. Les animaux peuvent être amenés à la consommer alors qu'ils ne l'auraient pas consommée sur pied. Donc voilà, il faut être un peu prudent sur ces pratiques de coupe et pas laisser forcément à disposition des animaux si on n'a pas constaté qu'ils consommaient sur pied. Moi, j'ai connu des cas d'empoisonnement de chevaux, en particulier avec de l'if. Une haie qui était pourtant présente autour du paddock depuis plus de 10 ans. Et c'est l'année où le propriétaire n'a pas ramassé sa taille quand il a taillé ses ifs que les animaux ont consommé l'if et qu'il a eu des morts. Oui, alors en plante séchée, effectivement, dès que la plante elle a pris le soleil et qu'elle s'est séchée, ils ont du mal à reconnaître le. Ouais, ils la mangent, quoi. Ouais. Alors, pour compléter sur le mode de consommation, donc, on peut consommer, comme tu as dit, en verre à fourrager en taillant au sol. On peut consommer en foin, c'est le cas des fagots. Il y a eu aussi des tests, et ça fonctionne très bien, d'ensilage. Ah, d'accord. Sur des mûriers. Et ça fonctionne très très bien, on a une bonne valeur alimentaire et les animaux sont friands. Ce qu'il y a, ça rajoute du gasoil par rapport au pâturage. Donc l'agriculteur qui avait fait l'ensilage est revenu au pâturage direct. Mais voilà, l'arbre offre les mêmes possibilités visiblement que la prairie en termes de mode de consommation.
D'accord, d'accord. Et du coup, je voulais un petit peu, alors je change un petit peu de sujet, mais c'était pour rebondir en fait sur tout à l'heure ce que disait Manu au niveau des couverts végétaux. Nous, cette année, on a essayé sur des brebis, on a mis des sorgho au tournesol. Et en fait, les brebis les ont très très bien mangés, même très haut, elles mangent que les feuilles. Et les tournesols, elles les renversent pour aller manger juste les graines, en fait, le cœur du tournesol. Voilà, c'était... Bon, j'ai pas les photos là à vous montrer, mais je pourrais les faire passer pour qu'elles soient sur l'Unfile. Bien. Mais je remercie déjà tous les intervenants, hein, le réseau qui s'est mobilisé là pour vous présenter ces résultats cahiers d'agro. C'est en même temps symptomatique de ce qu'est agro, un réseau de réseaux. Donc, on a remis les liens de téléchargement pour ceux qui veulent. S'il y avait la moindre difficulté, vous pouvez contacter l'équipe agro. On est là pour répondre aux demandes, pour participer à l'accélération de la transition agroécologique. Et donc, c'est avec plaisir, quand on le peut, qu'on apporte notre concours à toutes les actions qui vont dans ce sens-là. Merci à tous de votre participation, de vos questions, et puis à bientôt autour de la transition agroécologique.